Bienvenue à notre échange d'idées. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les événements désignés sous le nom de At-Tufan al-Aqsa, Al-Aqsa Flood. Maintenant que nous avons, disons, 2 ans de recul depuis leur commencement, notre objectif, c'est d'examiner ensemble les répercussions profondes et aussi les interprétations qui sont souvent radicalement opposées, qui émergent des documents, des analyses disponibles concernant cette opération. Le dissident. Oui, tout à fait. Et la question fondamentale, je crois, celle qui va vraiment structurer notre discussion aujourd'hui, c'est celle-ci. Faut-il analyser Al-Aqsa Flood comme un tournant stratégique majeur? Peut-être douloureux, certes, mais nécessaire pour la cause palestinienne. Ou est-ce qu'on doit plutôt le voir comme une Mejazov, un pari au risque immense dont les conséquences dévastatrices immédiates éclipsent en fait des bénéfices futurs qui restent très incertains, tout en déstabilisant encore plus une région déjà si volatile. Alors pour ma part, mon analyse me conduit plutôt à soutenir la première perspective. Malgré le coût humain tragique, qui est indéniable et qui nous marque tous évidemment, je considère que cette opération agit comme un électrochoc indispensable. Elle a brisé des illusions dangereuses, je crois, notamment celle d'une possible résolution du conflit par la marginalisation progressive de la question palestinienne, et elle a commencé à reconfigurer en profondeur les dynamiques géopolitiques régionales et même mondiales. Le dissident. Eh bien, de mon côté, je me vois contrainte d'adopter la seconde lecture. Pour moi, le terme Mujazifa, ce pari hasardeux, il s'impose vraiment. Le niveau de destruction matérielle et la catastrophe humanitaire, notamment à Gaza, sont d'une ampleur telle qu'ils remettent fondamentalement en question la rationalité stratégique à long terme de l'opération. Les gains potentiels, pour moi, me semblent bien pâles face à la certitude de la souffrance infligée et à l'imprévisibilité des réactions en chaîne qu'elle a déclenchées. Permettez-moi de développer un peu mon argumentaire. Sur le plan strictement militaire, ce qui s'est passé le jour du déclenchement de Tufan al-Aqsa et puis la résistance qui a suivi, ça tient presque de la mu'jiza, du miracle, si on regarde les conditions objectives. Il faut se rappeler, Gaza, c'est une enclave assiégée, sans profondeur stratégique réelle, sans soutien étatique fiable et direct à ses frontières, face à une puissance militaire régionale avec une supériorité technologique et matérielle écrasante, les conditions classiques pour une guerre de libération, telles qu'analysées par les théoriciens militaires, elles n'étaient absolument pas réunies. Pas du tout. Pourtant, la capacité à exécuter une opération d'une telle complexité et à maintenir une forme de résistance organisée pendant 2 ans face à des assauts répétés, c'est en soi un fait militaire majeur qui a surpris le monde entier. Je ne dis pas que c'était l'acte de libération final, je le vois plutôt comme une révolution préparatoire. Son but, ce n'était sans doute pas une victoire militaire conventionnelle, mais plutôt de semer les graines d'un changement radical, de créer une rupture. On peut y voir un parallèle avec certaines révoltes ou figures historiques précurseurs, comme celle menée par l'émir Abdelkader en Algérie au XIXe siècle. Sa résistance initiale, même si elle a été contenue militairement à l'époque, elle a contribué à forger une conscience nationale, une culture de la résistance, qui ont porté leurs fruits bien plus tard, menant à l'indépendance en 1962. Les acquis de Tufan al-Aqsa sont déjà là, palpables, même si leur consolidation va prendre du temps. La sardia, la narrative israélienne dominante, celle qui consistait à se présenter systématiquement en victime après avoir initié des actions agressives, ce que certains appellent shooting and crying, cette narrative elle a été profondément ébranlée, voire détruite aux yeux d'une part considérable de l'opinion publique mondiale. On assiste à une érosion notable, peut-être historique, du soutien quasi inconditionnel dont bénéficiait Israël en Occident, surtout chez les jeunes générations, on le voit avec les mobilisations sans précédent sur les campus américains et européens. La cause palestinienne est revenue, de manière spectaculaire au centre de l'agenda international. Elle redevient un symbole puissant de lutte pour l'autodétermination et contre l'occupation. Au niveau régional aussi, des lignes bougent. La transformation surprenante en Syrie, avec l'affaiblissement de certaines influences, l'émergence de nouvelles dynamiques, ça pourrait ouvrir la voie à un axe stratégique alternatif peut-être. Cet axe Istanbul-Golan, qui aurait une profondeur historique et géographique différente, potentiellement plus ancrée régionalement que l'axe Téhéran-Beyrouth souvent évoqué. Plus largement, on sent une prise de conscience accrue dans le monde arabe, malgré la faiblesse persistante des régimes. Le volcan arabe, l'énergie populaire, semble avoir été rechargé par l'intensité des événements, par l'émotion suscitée.
Même les pays qui étaient engagés dans la normalisation avec Israël se retrouvent dans une position inconfortable, obligés de constater la radicalisation et l'agressivité israélienne. Donc cette opération apparaît comme une réponse radicale, certes, mais peut-être nécessaire face à une situation de blocage total et face au projet latent visant à liquider définitivement la question palestinienne, souvent associée au concept de Grand Israël. Le dissident, je comprends la logique de la rupture que vous décrivez, et la surprise militaire, oui, elle est indéniable. Cependant, c'est précisément la nature de cette rupture et son coût qui me pose problème. Le terme « Mudje Wafa », l'aventure risquée, me semble plus juste, car les conséquences humaines et matérielles, surtout pour les Palestiniens de Gaza, sont effroyables. On parle de centaines de milliers de victimes, de destructions qui rendent la vie quasiment impossible. Ces faits sont là, ils sont têtus et ils pèsent infiniment lourd dans la balance. Face à cette réalité immédiate, les bénéfices stratégiques à long terme que vous évoquez restent par définition hypothétiques et incertains. Est-ce qu'on peut réellement parler de succès stratégique quand le prix est si élevé et l'avenir si sombre pour ceux-là même que l'action était censée servir? Vous citez Einstein sur la complexité de la politique. Cette complexité rend justement toute prévision hasardeuse, n'est-ce pas? Les comparaisons historiques, même si elles sont intellectuellement stimulantes, elles sont toujours délicates. Le contexte algérien, avec son vaste territoire, sa profondeur stratégique différente, ou le contexte bosnien, marqué par une intervention internationale finalement décisive après des années de sièges et de massacres. Ce n'est pas directement superposable à la situation unique de Gaza, cette bande de terre minuscule, surpeuplée, isolée. Quant aux objectifs expansionnistes israéliens, comme le projet du Grand Israël ou la négation de l'existence même d'un peuple palestinien distinct, qu'on retrouve explicitement dans des écrits comme le livre de Netanyahou, Makan Atarta Shams, ces objectifs préexistaient largement à Tofan al-Aqsa. Ils sont constitutifs d'une certaine vision du sionisme politique. L'opération a peut-être servi de révélateur brutal de ses intentions aux yeux du monde, oui, mais la question demeure. Est-ce que ce dévoilement valait le coût humain et matériel exorbitant? N'y avait-il pas d'autres voies moins destructives pour y parvenir? Je m'inquiète aussi beaucoup des conséquences régionales potentiellement très négatives. On voit un Israël qui, se sentant menacé existentiellement, réagit avec une agressivité élargie et parfois désordonnée, ce que certains analystes appellent d'Orbachoua, des frappes aveugles ou erratiques. Les actions menées au Liban, en Syrie et même cette frappe spectaculaire à Doha, capitale d'un pays médiateur clé allié des États-Unis, ça montre une escalade dangereuse et une possible perte de contrôle stratégique. Cela génère une instabilité accrue dans toute la région. Et puis, l'avenir de Gaza, les discussions sur d'éventuelles forces internationales, sur le statut des armes, sur la gouvernance future, tout cela reste extrêmement flou et potentiellement source de nouveaux conflits. Enfin, il est très difficile de porter un jugement définitif alors que nous sommes toujours, comme on dit, fel bel hadeth, au cœur de l'événement. Les conséquences continuent de se dérouler sous nos yeux et l'histoire n'a pas encore rendu son verdict. Vous soulevez le point crucial du contrôle des conséquences. Et c'est là que nos interprétations divergent sur la nature de l'acte initial. Est-ce que c'était une mojeza calculée, malgré les risques, ou une mujazafa, un pari pur? Je maintiens que l'exécution militaire initiale, sa précision, son audace face à un système de surveillance réputé infaillible, et aussi la capacité de résistance prolongée, ça témoigne d'une planification et d'une volonté qui dépasse la simple aventure. C'est un défi lancé à l'ordre établi, un acte visant à briser un statu quo qui était jugé intolérable et dangereux à terme. Quant aux conséquences, c'est vrai, elles sont en partie imprévisibles. Mais n'est-ce pas le propre des grands tournants historiques? Le dissident, je reconnais la capacité de planification, la résilience, oui. Cependant, la disproportion entre l'action initiale et l'ampleur de la réaction subie par la population civile reste au cœur de ma réserve. Ça me rappelle un peu, dans un contexte très différent bien sûr, la prudence initiale de certains nationalistes algériens, y compris des figures respectées comme celle de l'association des oulémas musulmans avant le déclenchement de la révolution en 1954. Ils étaient hantés par le souvenir terrible des massacres du 8 mai 1945 en Algérie, où la répression française avait été d'une brutalité extrême. Ils craignaient qu'une action insurrectionnelle ne provoque des représailles massives et disproportionnées contre la population civile. La mujazafa, le pari, il réside précisément là, dans le déclenchement d'une action sans avoir les moyens de protéger sa propre population des conséquences potentiellement dévastatrices.
Peut-on parler de miracle quand le résultat immédiat est une telle catastrophe humanitaire? Mais ne sous-estimez pas la portée du changement de perception, la transformation de la certitude, de la narrative. Ce n'est pas seulement symbolique, ça. La rupture de cette image qu'Israël avait réussi à construire, celle d'une démocratie assiégée, agissant toujours en légitime défense, ça a des conséquences politiques tangibles. Regardez la mobilisation internationale, par exemple. Les manifestations massives, durables dans les capitales occidentales, le débat qui s'est ouvert au sein même des sociétés occidentales sur la nature du soutien à Israël, les procédures devant les cours internationales, la reconnaissance quasi généralisée de l'État de Palestine par plus de 150 pays à l'ONU, même si ça reste largement symbolique pour l'instant. Le dissident, tout cela crée une pression politique et diplomatique qui est inédite. La cause palestinienne n'est plus seulement une question régionale. Elle est redevenue un enjeu global, un symbole universel de la lutte pour la justice et la libération. Et le projet sioniste, dans sa forme actuelle, se trouve exposé et contesté comme jamais auparavant à l'échelle mondiale. N'est-ce pas là un acquis stratégique majeur, même s'il a été payé très très cher? Le dissident, c'est un argument fort, je le reconnais. Le gain en termes de visibilité, de légitimité pour la cause palestinienne est indéniable sur la scène internationale. Mais ma question persiste. Quelle est la valeur opérationnelle, concrète, de ces gains narratifs et symboliques face à la destruction physique de Gaza, face à la catastrophe humanitaire qui s'est déroulée et qui continue en partie? La sympathie internationale accrue, les votes à l'ONU, les manifestations. Tout ça, bien que moralement et politiquement important, ça n'a pas empêché la poursuite des opérations militaires dévastatrices, ni soulagé de manière significative les souffrances de la population. Il y a un décalage tragique, presque insoutenable, entre ce gain moral et politique potentiellement important, mais somme toute abstrait et à long terme, et le coût matériel et humain, qui lui est immédiat, concret, tangible et absolument colossal. Peut-on réellement justifier l'un par l'autre? Est-ce qu'un changement de narrative justifie la perte de centaines de milliers de vies et la destruction d'une société? C'est une question éthique et stratégique fondamentale sur laquelle je reste profondément sceptique. Abordons peut-être plus en détail les conséquences régionales. Parce que là aussi, nos lectures diffèrent. Vous pointez l'instabilité accrue et c'est un risque réel, oui. Mais je vois aussi des signes de recomposition potentiellement bénéfiques à long terme. Le changement de dynamique en Syrie, par exemple, pourrait réduire l'influence de certains acteurs et ouvrir la voie à des arrangements régionaux plus stables, comme cet axe potentiel Istanbul-Golan que j'évoquais, qui connecterait la Turquie directement à une zone stratégique clé. Regardez aussi les rapprochements, timides mais significatifs, les manœuvres militaires conjointes Égypte-Turquie après des années de froid, l'Arabie saoudite qui cherche activement à diversifier ses alliances militaires, notamment avec le Pakistan, peut-être dans une quête de garantie de sécurité plus autonome. Oui. Cela suggère une prise de conscience forcée, même chez les alliés traditionnels de l'Occident, face à la perception d'un danger israélien accru et peut-être moins contenu par les États-Unis. Même les pays normalisateurs sont contraints de revoir leurs calculs. On l'a vu avec leur embarras et leurs déclarations lors de réunions internationales. Enfin, At-Tofan al-Arsa a aussi révélé au grand jour les failles internes de la société et de l'État israélien. Ce sentiment largement commenté qu'Israël est rongé de l'intérieur, Menkour Minad Dachel, par ses divisions politiques, sociales et religieuses, malgré sa puissance militaire apparente. Cette prise de conscience de la vulnérabilité interne de l'adversaire, c'est aussi un élément stratégique. Le dissident. Votre lecture optimiste des recompositions régionales me semble un peu ignorer des dangers plus immédiats, les plus probables. L'instabilité accrue est un fait. Israël, se sentant défié dans ses fondements, réagit avec une force qui semble parfois échapper à une logique stratégique claire, se darbe à choix, ses frappes aveugles. Frapper à Doha, un médiateur essentiel. Ce n'est pas un signe de force contrôlée, mais potentiellement de panique stratégique ou de volonté de redéfinir les règles au mépris des conséquences diplomatiques. Ça augmente le risque d'un embrasement régional beaucoup plus large. De plus, les alliances que vous mentionnez sont pleines d'ambiguïté. Le soutien de l'Iran, par exemple, même s'il a été crucial pour la résistance à certains moments, il comporte aussi un coût politique important et soulève des questions sur l'autonomie de la décision palestinienne, surtout quand on voit le rôle complexe de l'Iran en Syrie et ailleurs. Quant à l'avenir de Gaza, l'hypothèse de force internationale ou d'arrangement de sécurité complexe risque surtout de pérenniser une situation de contrôle extérieur et de non-souveraineté. Et surtout, ce qui a été cruellement révélé par ces événements, c'est la rachawa fadi'a, la mollesse effrayante, la quasi-paralysie du monde arabe officiel face à une tragédie de cette ampleur touchant les Palestiniens. Cette faiblesse et cette division criante, elles ne sont pas de bon augure pour un soutien régional solide à une solution juste et durable.
Il est essentiel, je crois, de replacer At-Tofan Al-Aqsa dans une perspective historique longue, celle des luttes de libération nationale. Les peuples qui luttent pour leur existence, pour leur dignité, traversent souvent des phases de sacrifices immenses avant d'atteindre leurs objectifs. L'historien et penseur Malek Benabi, en analysant la figure de l'émir Abdelkader, suggérait que les véritables héros des nations ne combattent pas pour un équilibre précaire ou une simple survie à court terme, mais pour l'immortalité de leur cause, pour laisser une trace indélébile, pour semer une graine qui germera pour les générations futures. At-Tufan al-Aqsa, malgré toute sa tragédie, pourrait être cette graine. Peut-être c'est une torn mumita, un coup mortel porté au cœur du projet adverse visant à effacer la Palestine de la carte, même si les effets de ce coup ne sont pas immédiatement fatals et que l'adversaire riposte violemment. D'ailleurs, la position récente adoptée par la direction palestinienne face à certaines initiatives américaines, cherchant avant tout à garantir la présence du peuple sur sa terre, pourrait s'interpréter dans une logique réaliste, un peu proche de celle d'Alija Izetbegovic en Bosnie en 1995 lors des accords de Dayton, accepter un compromis douloureux pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire la survie du peuple sur son territoire. Car le capital le plus précieux d'un mouvement de libération, c'est son peuple et son lien à la terre. Tant que le peuple reste et résiste sur sa terre, l'espoir d'une libération future demeure. Le dissident ? La perspective historique est nécessaire, oui, mais elle ne doit pas occulter la spécificité du présent, ni les dynamiques profondes à l'œuvre. Vous parlez de coups mortels portés au projet adverse, mais il faut aussi rappeler que le projet israélien de déplacement de la population palestinienne, le Terjir, ce n'est pas une simple réaction à Tofan al-Aqsa. C'est une idée ancienne, récurrente, présente chez certains penseurs et acteurs sionistes depuis les origines, et explicitement mentionnée dans des textes comme le livre de Netanyahou, Une place sous le soleil. Tofan al-Aqsa n'a peut-être fait qu'offrir un prétexte ou une opportunité pour tenter d'accélérer ou de mettre en œuvre ce projet latent de manière plus ouverte et brutale, en le présentant comme une nécessité sécuritaire aux yeux du monde. La question fondamentale est donc, cette graine que vous évoquez, mènera-t-elle réellement à une libération future ? Ou aura-t-elle au contraire pour effet paradoxal de précipiter la réalisation des plans de dépossession à un coût humain encore plus effroyable ? Le coût de cette révélation des intentions israéliennes est déjà exorbitant. L'incertitude quant à l'issue finale, libération ou catastrophe aggravée, reste entière. Et l'application des modèles historiques, qu'ils soient bosniens ou algériens, demeure extrêmement problématique en raison des spécificités géopolitiques, démographiques, militaires du conflit israélo-palestinien, et de la situation unique de Gaza. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, malheureusement. Alors, en guise de synthèse de ma position, je réaffirme que At-Tufan al-Aqsa, malgré son coût humain tragique que nul ne peut et ne doit minimiser, s'analyse pour moi comme un événement transformateur, une rupture sans doute historiquement nécessaire. Il a violemment interrompu une trajectoire où la cause palestinienne risquait l'effacement progressif par le biais de normalisations régionales qui la contournaient. Il a replacé au centre des préoccupations mondiales, a exposé plus crûment la nature du projet politique qui lui fait face, et ce faisant, a potentiellement ouvert, même si c'est dans la douleur et l'incertitude, j'en conviens, de nouvelles perspectives stratégiques à long terme qu'il faudra savoir exploiter. Le dissident. Pour conclure de mon côté, je dois réitérer mes profondes préoccupations et mon scepticisme quant à la lecture de cet événement comme une nécessité stratégique positive. Le coût humain est tout simplement démesuré, il dépasse l'entendement. La destruction matérielle de Gaza est d'une ampleur apocalyptique. Face à cette réalité tangible, immédiate, les bénéfices futurs restent spéculatifs et très, très incertains. La Mujazafa, le pari stratégique, était immense, peut-être trop grand. Ces retombées, qu'elles s'avèrent finalement positives ou négatives pour la cause palestinienne et la stabilité régionale, se déploieront sur des années, voire des décennies. Porter un jugement définitif aujourd'hui me semble prématuré et surtout difficilement soutenable face à l'immensité de la souffrance vécue et à l'incertitude radicale qui pèse sur l'avenir. Nous convenons au moins sur un point, l'extrême complexité de l'évaluation d'un événement d'une telle magnitude. Les conséquences sont multidimensionnelles, enchevêtrées et nombre d'entre elles sont encore en plein déploiement. Les interprétations divergent profondément, comme notre échange l'a bien illustré et comme en témoigne la richesse des analyses et des documents sources disponibles sur ce sujet. Le dissident. Absolument. La matière est dense, les enjeux sont colossaux et les perspectives radicalement différentes que nous avons esquissées invitent à poursuivre la réflexion, à approfondir l'analyse, sans qu'il soit possible aujourd'hui de trancher de manière péremptoire. L'histoire portera son jugement, mais le présent demeure marqué par la douleur et l'avenir par une profonde incertitude. Il n'y a pas de conclusion simple malheureusement.